Nous avons souhaité examiner la réponse qu'une option normative libérale égalitaire pouvait apporter à la question politique de la démocratisation de l'entreprise. Rien de moins. Anne-Laure Boncory, Sandrine Blanc, bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur à l'INSEC. Vous êtes les auteurs, avec Éric Braun, de l'INSEC également, de ce texte « Démocratiser l'entreprise », point d'interrogation, réflexion critique sur la contribution des sciences de gestion à un argument rawlsien. On va parler de ce titre. Numéro spécial, sciences de gestion et politique. Philippe Véry et Olivier Bassot qui ont coordonné ce numéro. Pourquoi vous y avez répondu? Alors, notre article répondait à ce numéro spécial qui posait en fait dans l'appel à communication une question qui nous interpelle en tant qu'enseignants-chercheurs, mais également en tant que citoyens. Que peuvent apporter les sciences de gestion aux politiques? Alors, c'est un sujet qui a peu été vu, peu discuté sur la place publique. Et c'est un sujet qui, pour nous, est d'autant plus intéressant que nous avons un objet commun de recherche qui est la gouvernance des entreprises. La gouvernance des entreprises est au carrefour donc, du monde de l'entreprise, mais également de l'action politique, des politiques publiques qui façonnent, font évoluer les mécanismes de gouvernance. Alors, pour répondre à cet appel à communication, on a décidé de choisir un angle d'attaque, une question politique en particulier, qui est une forme de gouvernance particulière, la démocratisation de l'entreprise. Pour pouvoir y répondre, il nous a semblé nécessaire, en fait, en termes à cette question qui est adressée aux politiques, est-il souhaitable d'imposer, de favoriser la démocratisation de l'entreprise? Il nous a semblé nécessaire, bien déjà, d'apporter un positionnement normatif, philosophique, et puis de l'asseoir sur les apports des sciences de gestion, les apports empiriques. Et ce, pour fournir aux politiques une réponse globale et constructive. Très bien. Alors, Sandrine Blanc, on vient sur ces fondements philosophiques d'abord. Rawls en 30 secondes. Alors Rawls en 30 secondes, Rawls c'est un philosophe, donc on appelle ça le libéralisme égalitaire, donc philosophe libéral égalitaire. Et ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il présente les principes d'une société juste. À son sens, une société est juste si elle est organisée en fonction de deux principes. Un, si elle respecte les libertés fondamentales des citoyens, et ça c'est la base, c'est le socle. Mais d'autre part, une société est juste si les inégalités, ou plutôt des inégalités ne sont justes qu'à condition qu'elles bénéficient aux citoyens les plus défavorisés. Donc, s'il y a des inégalités, elles sont acceptables parce qu'elles bénéficient à la personne qui est la moins favorisée de la société. D'où le terme égalitaire. Et évidemment, le libéralisme renvoie à la partie du socle de liberté fondamentale qui doit être préservé. Et alors, quand on commence à s'intéresser à ça, on découvre des choses. Alors, oui, notamment sur l'entreprise. Donc précisément, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quelles étaient les implications du libéralisme égalitaire pour la gouvernance de l'entreprise. Donc il y a une série d'auteurs néo-rawlsiens qui développent et argumentent qu'au fond, si on est libéral égalitaire, on pense que les entreprises devraient être plus démocratiques. Pourquoi? Au nom des valeurs qu'on a évoquées, à savoir la participation des salariés, ce serait une liberté fondamentale, ce serait nécessaire à l'estime de soi des citoyens, c'est nécessaire à la stabilité d'une société juste. Une fois qu'on a regardé ces arguments, quand on regarde plus précisément, et donc c'est là qu'on commence, j'allais dire, l'articulation avec les sciences de gestion, c'est qu'on voit une série d'hypothèses qui ne sont pas vérifiées. C'est ça la grande originalité de votre texte, c'est de formuler ces hypothèses et d'arriver à cette idée qu'au fond, c'est pas si simple que ça. Tout à fait, c'est-à-dire que pour pouvoir vraiment justifier ces arguments, on a des hypothèses, mais qui ne sont pas vérifiées. Alors pour donner peut-être un exemple, l'idée qu'une société juste a besoin de citoyens engagés, mais que pour avoir des citoyens engagés, il faut des salariés qui participent. Donc l'hypothèse, la participation des salariés favorise l'engagement des citoyens, et donc elle est nécessaire à une société juste. Ça fait partie de ces hypothèses qui sont présentes dans ces arguments, mais qui ne sont pas vérifiées. D'où notre idée d'aller voir ce que les sciences de gestion pouvaient nous en dire. Et alors, qu'est-ce qu'elles nous en disent, les sciences de gestion? Eh bien oui, dans un dialogue interdisciplinaire. Alors, il s'agissait en fait, c'était un défi d'autant plus intéressant à relever qu'en fait, en sciences de gestion, normalement, on a les conditions a priori pour pouvoir résoudre cette question. Pourquoi ? Parce que la participation des salariés
a fait l'objet d'un certain nombre de travaux empiriques. Alors, parmi ces travaux empiriques, on a en fait une première série de travaux qui portent sur les variables organisationnelles. Il a pu être montré que la participation des salariés avait un impact positif sur la productivité, un impact positif sur la conduite du changement organisationnel et un impact positif sur l'efficacité organisationnelle quand elle est comprise comme performance financière. Et puis on a une seconde série de travaux empiriques, et ces travaux empiriques portent sur des variables individuelles, où là, il a pu être montré que la participation des salariés avait un impact positif sur la satisfaction du salarié au travail, sur son autonomie sur le lieu de travail, ainsi que son bien-être, toujours dans le cadre du lieu de travail. Et in fine, la participation des salariés accroît l'engagement organisationnel des salariés. Donc, à la suite de cette revue des travaux empiriques, on a pu aboutir à 2 constats. Premier constat, on ne peut qu'apporter des réponses partielles, voire pas de réponse aux libéraux égalitaires. En revanche, on a pu mettre au jour des éléments nouveaux et qui étaient non attendus par les libéraux égalitaires, c'est qu'il a pu être démontré que la démocratisation de l'entreprise a un impact positif sur l'efficacité de ces mêmes organisations. D'accord. Donc là, il y a tout un intérêt qui peut être à la fois un objet de discussion, toujours interdisciplinaire, entre philosophie politique et sciences de gestion. Absolument. Alors, un intérêt, et étrangement, en pratique, on se rend compte que la démocratisation, c'est pas si simple quand même. Alors, en pratique, la démocratisation, c'est pas si simple. Je pense que, effectivement, si on regarde autour de nous, on voit pas tant d'entreprises démocratiques que ça. Or, si les entreprises à gouvernance démocratique sont efficientes, on devrait en trouver, alors si ce n'est à tous les coins de rue, on devrait en trouver peut-être plus. Donc, une des implications de notre article, c'est au fond une invitation peut-être faite aux sciences de gestion à essayer d'expliquer cet état de fait et éventuellement à se tourner vers, à réfléchir à cette rareté des entreprises démocratiques en mobilisant la notion de rapport de pouvoir dans l'entreprise ou en essayant peut-être d'amener des facteurs d'explication en termes de mécanismes institutionnels qui peuvent expliquer l'émergence ou au contraire l'absence de telle ou telle forme d'institution. On a peut-être une deuxième implication intéressante de l'article, c'est que pour pouvoir apporter, parce qu'on n'a pas su apporter cette réponse globale aux politiques, au fond notre constat c'est la philosophie politique et les sciences de gestion n'ont pas encore ce langage commun. Donc il y a peut-être aussi une deuxième invitation qui est faite aux sciences de gestion, et là c'est peut-être à étendre son champ d'investigation et aller au-delà de ces frontières organisationnelles qu'Anne-Laure vient de décrire, et essayer de regarder d'autres construits, des nouveaux construits qui sont les construits qu'utilise la philosophie politique. Par exemple, l'engagement citoyen. Dire, voilà, quelle est l'implication de la participation sur l'engagement citoyen, l'autonomie des citoyens, leur estime de soi, tous ces construits qui intéressent notamment les Rawlsiens. Avec une invitation forte à clarifier aussi des termes ou des concepts ou des mots qu'on emploie parfois de manière un peu... Je pense notamment au fait que participer, ce serait nécessairement bon. Non, vous dites, avec la relation avec l'estime, c'est plus compliqué que ça. Il y a un vrai travail qui doit être mené. Ne serait-ce que parce qu'en sciences de gestion, la participation des salariés recouvre en fait la capacité et toutes les pratiques d'influence des salariés sur les décisions de l'entreprise, qu'elles soient stratégiques, managériales ou opérationnelles. Et on voit qu'ici, on est assez loin de l'idée d'engagement, de la propension à l'activité du citoyen, et le citoyen lui-même salarié. Donc il faut pouvoir trouver ce terreau commun, ce langage commun pour pouvoir avancer ensemble. Et tout dans le but d'apporter des réponses aux politiques. L'entreprise comme espace politique, au fond, c'est un grand enseignement de la recherche en management. Ce n'est pas qu'un espace économique, c'est un espace politique. Redémocratiser l'entreprise, point d'interrogation. Donc un texte de Sandrine Blanc, Anne-Laure Bocory et Éric Braun à retrouver dans les pages de la Revue française de gestion, numéro 245. Merci de votre venue. Merci à vous.